Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir via Zoom Myriam Ackerman-Sommer, que nous avions déjà eue pour un autre livre et qui nous arrive avec Les Nouveaux Moutons de Panurge, qui sort d'ailleurs Mazel Tov aujourd'hui en librairie, qui est paru chez Albin Michel. Et je vous montre tout de suite. Et comme vous voyez, au nombre de post-it que vous voyez dépasser, Myriam, vous avez beaucoup de questions. Et donc, préparez vos réponses. Merci beaucoup pour cette invitation, Monique. Ah ben, Merci. moi, je suis ravie de vous donner de nouveau la parole. Alors, Myriam, dans ce livre, vous nous faites voyager. Vous nous faites voyager parce que nous passons du 21e siècle au 16e déjà avec le titre de votre livre, puisque les moutons de Panurge, c'est quand même Rabelais, avec un petit clin d'œil à la Grèce pour le nom d'origine. Et puis, vous allez découvrir Mishnah Gemara, le Talmud. Donc, nous allons osciller entre le 5e siècle et le 21e. Alors, avant tout, Myriam, j'ai envie de vous demander pourquoi avez-vous choisi ce titre, Les Nouveaux Moutons de Panurge? Les nouveaux moutons de Panurge entendaient faire écho à des phénomènes de servitude volontaire contemporaine qu'on n'aurait jamais observé directement auparavant, où les uns à la suite des autres, on se jette en quelque sorte à corps perdu dans nos écrans qui nous mobilisent, qui prennent notre temps, notre énergie, notre espace mental, sur lesquels vont se dérouler tous nos échanges, nos débats, sur lesquels on va trouver les principales figures qui nous inspirent. J'ai consacré mon deuxième chapitre à la question de l'influenceur, mais qu'on va également avoir du mal à lâcher, quitte à ne plus pouvoir s'en passer. Alors, j'avoue avoir beaucoup apprécié l'humilité avec laquelle vous démarrez en quelque sorte en reconnaissant que vous avez été vous-même, entre guillemets, victime de ce phénomène et que vous avez réussi à vous en libérer, au moins dans des périodes de la semaine, et on va en parler. Parce qu'en fait, vous dites d'emblée, nous sommes devenus des suiveurs, comme les moutons de Panurge. Et en réalité, vous faites dans ce livre 5 gros chapitres que vous allez nous présenter et nous définir, parce que euh, vous commencez d'abord en disant que c'est comme si on n'avait plus de temps pour faire quoi que ce soit. Ah, je suis débordée, j'ai pas le temps. Alors qu'en fait, réellement, on n'a jamais eu autant de temps puisque on vit beaucoup plus vieux, en principe, le et que Si Dieu veut, si Dieu veut. Jusqu'à voilà, 120 ans en tout cas. voilà. אנחנו אומרים עד 120, C'est אפילו cela. עד 120. Mhm. Et en fait, euh, nous nous questionnons, mais nous n'avons plus le temps de prendre ce répit pour nous poser des questions. Alors, vous allez déjà nous parler de votre premier chapitre dans ce livre, parce qu'il est très intéressant. Vous nous parlez de Bérouria, de Rabbi Yossé le Galiléen, enfin, à vous d'en parler. Ce premier chapitre est principalement consacré à la question du loisir, qui est centrale. Dans nos sociétés, le loisir est essentiellement défini comme un droit. On devrait avoir le droit de se détendre, on devrait avoir le droit de perdre son temps si on le souhaite, ou de le consacrer à ce que bon nous semble. Ce qu'on va trouver peut-être très surprenant quand on ouvre des textes talmudiques, c'est un interdit portant sur le loisir. Et à première vue, ça n'a vraiment pas l'air progressiste. Alors il faut définir ce qu'on appelle loisir, bien sûr. Euh, Peut-être qu'en fait, certaines personnes de l'extérieur percevraient l'étude comme un loisir par rapport à l'activité professionnelle stricto sensu. Or, en réalité, ce qui va être considéré comme devant occuper toute la place, c'est la quête de sens. Il est entendu par la plupart des sages que il faut également avoir un travail pour vivre, peut-être une vision assez utilitaire
de ce travail qui ne doit pas prendre toute la place. J'y consacre aussi une partie de mon cinquième chapitre d'ailleurs. Mais tout le reste, qui n'est ni travail ni Torah, c'est soumis à caution. On va donc avoir un interdit de ce qui s'appelle dans un premier temps le bitul Torah, le fait d'annuler la Torah, c'est-à-dire de faire toute autre chose qui ne soit cette quête de sens, ce qui doit bien entendu être placé dans un contexte où ce sont les sages eux-mêmes qui s'interdisent de consacrer leur temps à autre chose que cette quête de la vérité. Mais par ailleurs, c'est un modèle de société dans lequel les sages vont enjoindre chaque personne juive de renoncer aux grands plaisirs de l'époque, panem et circenses, du pain et des jeux, qui étaient évidemment les jeux du cirque et les combats de gladiateurs en premier lieu. Donc on va avoir ici un premier versant de cet interdit de la perte de temps, peut-être, ce serait les loisirs qui relèvent de la démagogie, les loisirs où on va rencontrer des foules qui vont participer à une sorte d'expérience collective, peut-être un peu cathartique, crier avec les loups. C'est l'expression que j'ai choisi d'employer. Alors on a peut-être envie de dire qu'on n'a plus des jeux aussi violents que ça, mais il faut malgré tout se poser la question des enjeux éthiques de nos loisirs à nous. Peut-être quand on regarde de la télé-réalité, par exemple. Et par ailleurs, les sages vont aussi de façon encore plus surprenante décourager ce qui s'appelle la sira, c'est-à-dire tout simplement une conversation à bâton rompu sur des sujets mondains. L'épisode mentionné où Berouria intervient est un épisode qui a l'air d'être tiré du quotidien de chacun d'entre nous. C'est un épisode où un sage croise Berouria, épouse d'un grand sage et elle-même extrêmement savante, et lui demande par quel chemin nous rendrons-nous à Lod. Donc ça nous arrive tous les jours, on est dans la rue, on se promène, c'est par où la gare du Nord, et on répond. Et même ça va être condamné par Berouria, femme sage entre toutes, puisqu'elle va dire il ne faut pas multiplier les conversations mondaines, les conversations, voilà, les broutilles finalement, avec les femmes. Tu aurais dû me dire par où Lod, puisque c'est d'aller à Lod qu'il est question. D'aucuns commenteront là-dessus que on peut avoir des conversations plus intéressantes quand on est entre savants quand même. C'est-à-dire que si je rencontre dans la rue un savant du Collège de France, ça serait quand même dommage si je lui demandais seulement la direction de la gare de l'Est. Euh, donc ça, c'est le premier enjeu, me semble-t-il, qui va se présenter aux sages, à savoir une sorte de cartographie du temps, puisque en fait, on dispose toutes et tous d'un nombre limité d'heures dans la journée. On doit les consacrer à ce qui, à leurs yeux, avait pleinement du sens, et précisément à cette quête qui passe par l'étude approfondie des textes. Et évidemment, on peut avoir l'impression que c'est simplement un appel généralisé au retour au Talmud. Mais ça va même au-delà de ça, puisque la question, c'est une quête philosophique. Au-delà même du retour au texte talmudique, la question, c'est est-ce qu'on a encore le temps de s'en poser? Est-ce que quand on est constamment happé par des petites sollicitations de chaque instant, est-ce qu'on peut encore se poser la question de ce qu'on fait là, de pourquoi on fait ce qu'on fait? Les questions qui ont habité, voire hanté les philosophes pendant tant de siècles ou de millénaires, on a parfois plus le temps de se les poser, parce qu'on s'est habitué à une forme d'immédiateté, à des contenus qui sont rapides, qui se succèdent de façon presque frénétique, parce qu'en fait, le but de toutes les applications dont nous disposons, comme à l'époque il y avait le zapping, dont on était encore un petit peu responsable, là maintenant c'est même plus ça, c'est vraiment la course à l'attention. Le but des applications, c'est que on y reste le plus longtemps possible. Donc on va essayer de nous maintenir attentifs par la multiplication des stimuli visuels. Et en fait, là, cette idée de Beatlesman, finalement c'est une perte de temps, nous invite à nous poser la question de ce temps qu'on choisit de consacrer à du rien, finalement. Alors c'est une condamnation qui peut paraître un peu paradoxale dans notre société, qui va en tout cas définitivement à contre-courant, mais je me suis demandé si elle trouverait un écho chez mes lecteurs et lectrices. Alors, là, on va glisser, justement, j'aimerais que vous nous parliez de l'influence, justement, des influenceurs, ce qui est votre deuxième chapitre, et qui est particulièrement riche et très détaillé, puisque vous nous Oui. parlez du nazir, vous nous parlez de sujets qui sont vraiment très, très sérieux, des relations sexuelles dans un couple. C'est lourd de sens, c'est très important à faire savoir.
Alors, mon deuxième chapitre s'intéresse à un autre aspect qui est concomitant, qui jouxte la question des réseaux sociaux, à savoir où se trouvent maintenant nos modèles. Pour la plupart des jeunes, je pense de ma génération, ce qu'on va appeler donc à la fois les millennials, la génération Z, et par la suite ce qu'on appelle la génération alpha, qui est donc la génération qui a grandi avec des tablettes en fait, qui sont encore des enfants ou des tout jeunes adolescents. Eh bien, les modèles vont se trouver essentiellement en ligne. Ces modèles, contrairement aux modèles du passé, évidemment, on s'est toujours construit avec des modèles, il n'est pas question de remettre cela en cause. Ces modèles, ils sont constamment mis en scène avec leurs trépieds. Ils vont se filmer dans leurs actions quotidiennes et on a ainsi l'émergence d'un phénomène qu'on appelle l'influenceur, qui évidemment n'est pas sans trouver un certain nombre d'échos dans des phénomènes historiques du passé, mais qui pour le coup trouve une visibilité tellement importante que là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, ne serait-ce que quantitativement par le flot et le flux continu de représentations et d'images que ces personnes fournissent de leur propre vie. En gros, quand on est un influenceur à succès, on poste des stories, on poste des reels toute la journée, on se met en scène dans à peu près tout ce qu'on fait. Alors, si on est un influenceur spécialisé, on va par exemple filmer que ses séances de gym ou par exemple on peut être un influenceur spécialisé dans la mode et poster ses tenues toute la journée ou ses séances de shopping. Mais en tout cas, on n'a plus vraiment cette distinction entre le privé et le public. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui vont s'abonner à ces influenceurs vont aspirer à leur ressembler. Alors parfois, ça ne se traduit pas du tout dans la réalité. Il y a même quelque chose vraiment de volontairement embelli, en fait, dans ces représentations des influenceurs. Euh, c'est la morning routine, donc c'est-à-dire les mises en scène de la matinée parfaite d'une personne qui n'aurait aucune obligation professionnelle, ou en tout cas qui n'aurait pas à se lever tôt pour travailler, mais qui pourrait commencer la journée par de la méditation, des soins de beauté, une séance de gym, etc., etc. Et en fait, l'influenceur finit par être tellement attirant qu'il peut consacrer sa journée à ça. Et donc, un bon exemple de ça, j'en parle un tout petit peu dans le livre, c'est ce qu'on appelle la tradwife, qui est de plus en plus en vogue, c'est la femme au foyer. Vous allez me dire, la femme au foyer, c'est vraiment pas une nouveauté. Oui, mais la femme au foyer qui se met en scène comme modèle de vie idéalisé en se filmant elle-même, euh, et en disant finalement toutes les femmes devraient faire ça, mais en tirant elles-mêmes des revenus, tout en disant qu'il faut que les femmes renoncent à leurs revenus pour s'occuper de leurs enfants, là on est dans un paradoxe assez contemporain. Puisque l'influenceur, souvent, il y a cette posture un peu contradictoire de dire faites comme moi, mais si vous faisiez comme moi, bah, vous n'auriez sans doute pas les mêmes ressources, le même accompagnement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est cette figure de l'influenceur que j'évoque, que je pense euh, assez familière pour la plupart de nos jeunes lecteurs et lectrices, et qui faisait écho pour moi à une figure qu'on a trouvée dans le Talmud, voilà, au fil de mon étude, qui est la figure du nazir. Alors le nazir, pour le coup, c'est un ascète qui, lui aussi un peu sous influence, à un moment donné, voit une femme qu'on a accusée d'adultère être traînée devant le prêtre, et le Cohen, et il ou elle, ça peut être un homme ou une femme, se dit ah, ça doit être les effets de la boisson. C'est-à-dire, cette femme a dû se livrer à la débauche parce qu'elle avait trop bu. Et donc, cette personne va décider de se priver non pas de rapports sexuels, mais du fruit de la vigne et de sa beauté, en annonçant se raser complètement la chevelure, qui était signe de beauté pour les hommes comme pour les femmes. Une longue chevelure, c'était perçu comme voilà, c'est un signe de beauté, de sensualité pour les hommes comme pour les femmes. Et également, cette personne souhaite se tenir à distance de la mort, donc dans une forme de volonté de préservation de soi. Et ce qu'on voit à l'époque de l'Agmara, c'est qu'on a des gens qui vont croiser un nazir et dire va Annie, moi aussi, moi aussi. Et dans cette immédiateté, il y a pour moi un parallèle à ce que euh, le philosophe René Girard appelle le désir mimétique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je désire, c'est le désir de l'autre. Je, je désire ce mode de vie, mais pas tant pour le devenir que par rapport au reflet qu'il me renvoie. Donc d'emblée, on est dans un jeu de miroir. Ce qui veut dire que dans le Talmud, on nous dit que quand quelqu'un avait dit, non pas moi je deviens nazir, mais va Annie, je veux faire comme lui, si celui qui avait décidé de devenir nazir en premier dit, bah moi je veux plus, eh bien le désir des autres s'évanouit. Comme,
comme fumée. Finalement, ce n'était rien, puisque dès le départ, c'était qu'une une velléité d'imitation servile. Et on a des phénomènes semblables à l'heure actuelle où en fait on a envie de choses juste parce qu'on les a vues représentées, mises en scène. Un exemple typique, c'est je n'aime pas particulièrement le jus de concombre, mais si on me présente toute la journée, je vois passer les vidéos où on me dit jus détox, jus détox, jus détox, et il y a 30 femmes que j'appelle that girl dans le livre parce que c'est la femme parfaite. euh, qui font la promotion de ça, ben, je finis par en avoir envie. Donc on a envie de dire, bah oui, c'est comme ça que la publicité fonctionne. Mais là, c'est une sorte d'auto-publicité. C'est-à-dire, on fait pas la publicité d'un produit, mais d'un mode de vie. Et ça, pour le coup, euh, c'est vrai qu'auparavant, les publicités jouaient un peu sur le côté vignette. On nous vendait le café en nous montrant une scène familiale sympathique. Mais là, c'est pas ça. L'influenceur ou l'influenceuse sont constamment en train de nous vendre un mode de vie et donc évidemment de nous vendre tous les produits associés à ce mode de vie parce que comment on vit quand on est influenceur? Eh ben, on montre par exemple, là je me maquille, voici les produits que j'ai achetés, donc ça donne envie d'acheter. Là je vais au magasin, voici ce que j'ai acheté, ça donne envie d'acheter et ainsi de suite. C'est une sorte de réclame publicitaire ambulante. Et on reconnaît en fait la facticité de ce désir à travers l'épisode du Nazir. Ce qui est intéressant, c'est que les sages confrontaient le Nazir à une autre figure qui était le disciple et le maître, plutôt un autre duo, où là, pour le coup, on nous disait que on devait rendre honneur, rendre ses hommages au maître avant même de se consacrer à cette question du nazir. C'est-à-dire que finalement, dans la relation maître-élève, maître-disciple, il se joue quelque chose qui n'est pas, pour le coup, de l'imitation, qui n'est pas du mimétisme, mais qui est une véritable confrontation, une joute des esprits. Et là, c'est plus du tout la même chose. Mais ça implique de pouvoir se confronter à quelqu'un. Or, dans le désir mimétique, bah, ce premier nazir qui a dit je veux devenir nazir, il ne parle pas aux autres. L'influenceuse qui me montre sa vie sur les réseaux sociaux, elle va jamais me répondre. Et en fait, la relation qui serait la plus intéressante, ce serait une véritable confrontation à une altérité dans le dialogue. Et c'est vers ça que je voudrais retourner. D'ailleurs, vous citez une phrase que je trouve très belle, en fait, qui nous résume un petit peu la pensée unique de de Mm. l'influenceur. Ein halacha ella kedibre ameruvin. Et puis vous tombez également, après vous faites une étude philologique du hol, du Oui, sable. J'ai trouvé ça, ouais, enfin, vous faites de très très bons rapprochements et ça permet, ça nous ramène en fait au sujet principal de votre livre, qui est quand même l'étude, oui. en quelque Oui, sorte. c'est l'étude et une sorte de d'invitation à recommencer à aimer la complexité. L'un des principales problématiques avec l'époque contemporaine, en tout cas à mes yeux, c'est que j'ai l'impression que seule la radicalité arrive à se faire entendre. C'est le cas dans le jeu médiatique, c'est le cas sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il faut avoir des positions tranchées, extrêmes, surtout. On n'a presque pas le droit de ne pas avoir un avis ou de dire qu'on va faire des recherches sur la question avant de répondre. Si on s'exprime pas sur tous les sujets, on est perçu comme un lâche, un traître ou que sais-je. Et, euh, et j'ai trouvé que, en fait, c'était vraiment lié à cette modalité de la représentation permanente. Twitter est aussi un bon exemple de ça, puisque en fait, avec Twitter, on a très peu de caractères. Donc Tout à évidemment, on va fait. pas développer une pensée approfondie, on va pas citer ses sources. Non, on va dire la conclusion en une phrase, une opinion finalement. Et une opinion a particulièrement de valeur autre que, voilà, c'est une opinion. Et finalement, les sages nous invitent quand même à une recherche, un approfondissement, une heuristique, une recherche de sens constante qui implique de se plonger dans des textes difficiles. Il y a quelque chose d'ardu en fait. Et j'en parle aussi dans le livre. Je dis par exemple, c'est étonnant, moi qui suis plutôt... je fais un doctorat de littérature, j'aime beaucoup lire. Bah, je constate que quand j'ai mon téléphone ou un livre, beaucoup plus facile de prendre mon téléphone. C'est contre-instinctif parce qu'a priori, on pourrait dire mon métier c'est de lire des livres, j'aime lire des livres. Oui, mais on va spontanément vers ce qui est le plus simple. Donc, si on revient de façon sans doute salutaire à cette sagesse talmudique, peut-être qu'on va reprendre goût à la complexité, reprendre goût aux 70 facettes, aux 70 visages de la Torah, et ne pas sombrer dans les positions extrêmes qu'on voit triompher à l'heure actuelle, y compris dans le champ médiatique et politique. Alors, dans un autre chapitre,
je crois que c'est le quatrième que vous avez nommé Y a-t-il un modérateur dans la salle? En fait, on arrive à la disputation. Oui, oui, oui. Hein. Ce que je veux évoquer, c'est le fait que, il ne s'agit pas de réduire au silence les voix qui entendent débattre, parce qu'à un moment donné, j'évoque aussi la violence des débats en ligne. Euh, il n'est pas rare, c'est même l'inverse qui est devenu rare, quand on poste une vidéo où on donne son avis sur quoi que ce soit, on se fait insulter en commentaire. Je veux dire, vraiment, on peut dire des choses assez modérées. Récemment, c'était Combini qui m'avait demandé de faire une intervention sur le mariage mixte. Je dis des choses qui me semblent assez modérées. Le mariage mixte permet de garder la culture juive et les traditions juives. Et en fait, dans les commentaires, il y a des milliers de personnes qui m'écrivent et est-ce que ça permet de commettre un génocide au Moyen-Orient? Je veux dire, il n'y a vraiment aucun lien, quoi. Mais les réseaux sociaux, le fait d'être caché derrière son écran, ça facilite, ça encourage cette agressivité sans frein. Et y a-t-il un modérateur dans la salle? C'est un épisode intéressant que je voulais étudier de confrontation entre deux sages où justement le fait que le président du Sanhédrin s'adresse à un autre sage en l'invectivant, lui manquant de respect, va lui faire perdre son poste. Donc là-dessus, on voit un peu que le débat est permis, mais il faut que ce soit un débat d'idées et pas des attaques personnelles, etc. Et il faut que le débat soit au même niveau, parce que quand l'ancien président du Sanhédrin reprend le débat avec Rabbi Yoshua, ils sont désormais au même niveau. Et à ce moment-là, l'étude peut vraiment avoir lieu, et on voit que c'est d'ailleurs Rabbi Yoshua qui va l'emporter sur le plan des arguments et des idées. En revanche, ce qui n'est pas souhaitable, c'est l'utilisation de l'argument d'autorité. C'est moi qui suis de toute façon le président, donc tu te tais et tu fais ce que je dis. Ce qu'il faisait avant que les sages ne le déposent. Euh, donc là-dessus, j'ai voulu voilà, proposer une sorte de caveat parce que j'ai l'impression que les espaces virtuels, les espaces numériques de débat sont aussi des espaces d'une violence vraiment inouïe. Et par exemple, c'est Jonathan Haidt qui dit il faudrait éviter à tout prix que nos enfants et nos adolescents soient sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Parce que il y a une augmentation significative des taux de suicide ou d'idées noires chez les adolescents. Mais en fait, c'est pas étonnant, on se fait insulter toute la journée. Donc, je me suis dit, en fait, comment on ferait pour apaiser le débat, tout en disant que, on n'est pas dans un safe space, c'est pas non plus les bisounours. On n'est pas tous d'accord, parce que ça, c'est un autre gros problème des réseaux, c'est que quand on n'est pas dans cette adversité pure, eh bien, en fait, on est dans ce que j'appelle les echo chambers, les chambres d'écho où tout le monde pense pareil. Donc, on va sur un forum où on sait déjà que tout le monde est convaincu par ce qu'on dit, et là, on est tous d'accord et on peut se renvoyer la balle. Non, c'est pas non plus l'objectif. La maison d'études, c'est un peu le modèle que je prends d'un dialogue fructueux. C'est-à-dire, on n'est pas tous d'accord, on se met tous dans la même salle, sur des bancs, et on discute, on débat, on confronte des textes, on confronte des sources, on confronte des compréhensions de ces sources. Euh, et a priori, chacun sur un pied d'égalité. Bien sûr, il y a le maître et l'élève, mais le maître est à l'écoute des suggestions de l'élève. Il se peut bien sûr que l'élève dépasse le maître, c'est le cas de Rabbi Akiva. Et par conséquent, on peut avoir ainsi un dialogue qui continue à être appelé dans le Talmud la guerre de la Torah, Milcham Tachel Torah, mais qui ne démolit pas le, le sujet hein, qui participe au débat. On a un rare contre-exemple de ça qui est clairement un repoussoir. J'en parle brièvement à la fois dans ce livre, dans mon précédent livre, parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Euh, c'est Rabbi Yochanan qui dit à Resh Lakish, qui était un ancien brigand qui s'est tourné vers la Torah, à un moment donné au Beth Midrash, au lieu de lui répondre sur le plan des idées, il lui répond, Rabbi Yochanan donc, oh mais toi t'es un ancien brigand. Et on nous dit que Resh Lakish va en mourir de honte et que Rabbi Yochanan, inconsolable, va mourir, mais devenu fou. Donc là, pour le coup, c'est clair que il n'y a pas de place pour les colibés, il n'y a pas de place pour les insultes, il n'y a pas de place pour le ad hominem, le ad personam, bref, tout ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, ça n'a pas lieu d'être dans la maison d'études. Et en fait, quand vous faites allusion justement aux disputations Rabbi Yohanan, Rabbi Eliezer Ben Azaria, avec le vieillissement
qui lui arrive. Je ne donnerai pas l'exemple parce que ça serait intéressant que les auditeurs vous lisent. Il est vrai que les forums ont toujours existé. C'est pas une invention nouvelle des réseaux sociaux. À l'époque du Talmud, ça existait déjà. Et là, vous arrivez avec un très beau chapitre sur un peu une proposition que vous faites, qui est la Shevet, Oui, Shabbat. c'est Alors, ça. à vous, Myriam. Alors, Shabbat, pas au sens où il faut se reposer, partir en vacances. On entend beaucoup les Américains Non, dire on a non. besoin de jours de self-care. Non, c'est pas tellement l'enjeu. Là, c'est Shabbat comme proposition presque universelle, finalement, comme le fit Benny Lévy d'ailleurs, en nous disant finalement Shabbat a des leçons pour l'humanité entière. Ce qui est quand même euh, un certain pas philosophique qu'il fallait faire, puisque dans le Talmud, on nous dit un gentil qui ferait l'intégralité de Shabbat devrait être mis à mort. Donc jusqu'ici, on était presque en train de garder Shabbat pour nous en disant non, non, euh, le repos, euh, le repos de Shabbat, c'est pour nous. Et là, c'est plus du tout la même approche. On perçoit que effectivement, peut-être que le Shabbat, dans ses détails très concrets, avec tous les interdits, ça va être une spécificité du peuple juif, mais qu'il y aurait un enseignement de Shabbat, un enseignement presque cosmogonique sur la création du monde, à savoir que par imitatio Dei, par imitation d'Hachem, si même Dieu s'est arrêté, c'est bien qu'il faut que nous aussi, on sache le faire. Et je pense que ça nous est très difficile parce que euh, on a du mal à lâcher, de manière générale, que ce soit le travail ou les écrans. Euh, on est quand même, voilà, plongé, comme je le disais, dans un flot de sollicitations qui font que lâcher 25 heures, c'est devenu quelque chose de difficile. L'exemple le plus tragique de cela, bien sûr, c'est les religieux dont je fais partie qui ont découvert le 7 octobre, presque 2 jours après. Enfin, pour Simchat Torah, euh, les religieux dans ma communauté, nous étions en train de danser gaiement. Nous avions rien compris. Donc ça, c'est un exemple extrême de ce que peut signifier cette déconnexion. Le Shabbat, ça offre effectivement la possibilité d'un moment de déconnexion numérique, mais pas que. C'est aussi un moment pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. On a donc les valeurs familiales qui vont être mises en avant. La journée typique de Shabbat d'une personne assez religieuse va commencer par un premier office d'accueil du Shabbat, que ce soit à la maison ou à la synagogue le vendredi soir. Donc on a des chants, on a un premier repas convivial autour de bénédictions. Le lendemain, on retourne à la synagogue, on peut avoir une étude. On a ensuite un repas de Shabbat. Et nous, comme on est rabbin de communauté, ce repas de Shabbat, c'est toujours une table remplie avec plein de gens qu'on essaye d'intégrer à cet esprit du Shabbat. Et ensuite, voilà, il y a des moments de lecture, des moments de calme, des moments de discussion. Personne n'est sur son téléphone. Quand on invite des gens qui sont pas pratiquants du tout, je leur dis, écoute, une seule règle, on sort pas le téléphone. Et en fait, les gens aiment bien se prêter au jeu. Même les gens qui font pas Shabbat du tout, en fait, ils se rendent compte que ça crée quelque chose de lâcher. Et on n'est pas en train de dire, c'est pas, on va accéder au nirvana, on reste toute la journée à méditer. Non, non, il se joue quelque chose de l'ordre de la quiétude, euh, de la possibilité de prendre du recul. Qu'on a aussi de moins en moins, parce qu'on est tellement absorbé, sursollicité, que parfois on a l'impression que les semaines s'enchaînent, que on peut pas du tout voilà, prendre du temps pour réfléchir. Et là, on nous crée presque de façon forcée ou de façon métaphysique, puisque c'est Dieu qui impose le fait que nous nous reposions. euh, on crée un espace qui n'est dédié qu'à cela. Et ça, c'est une expérience, à mon avis, qui vaudrait la peine d'être transmise. Mais je l'évoque, il me semble, dès l'introduction. De plus en plus, aux États-Unis, on parle de Shabbat, de déconnexion numérique, pour désigner non pas des juifs pratiquants qui font Shabbat, mais par exemple dans la Silicon Valley, des personnes qui s'entraînent à lâcher leurs écrans 24 heures. En fait, c'est Euh, l'apprentissage du lâcher-prise. c'est l'apprentissage du lâcher-prise, mais avec une vraie forme de contrôle. C'est-à-dire qu'en Tout à fait, fait. euh, le fait de dire je ne toucherai pas à mes appareils électroniques pendant 25 heures, pour beaucoup de jeunes qui passent 5 heures, 10 heures par jour sur les écrans, c'est presque impensable. On a des réflexes de prendre nos écrans quand on se lève, quand on se couche. Pour certains, pour la génération de mes parents, c'était peut-être rentrer du travail, allumer directement la télévision. Et en fait, se sortir de ces réflexes-là,
ça demande quand même un certain degré de réflexivité et de discipline. Alors, Myriam, Euh, j'ai une question à vous poser, c'est que les semaines qui ont entouré l'immédiateté du 7 octobre, qui a été tragique pour tout le peuple juif, les rabbinim ont autorisé le portable pour être informés, ouais. surtout en Israël, pour être informés. Qu'avez-vous pensé de cette décision et que pensez-vous, parce que malheureusement, y compris en Europe, nous vivons quand même des périodes très difficiles. On a vu ce qui s'est passé dernièrement et je ne reviendrai pas sur ça avec le meurtre du petit Elias. Laissons la justice avancer. Mais que pensez-vous justement de ces autorisations? Peut-on rester dans l'ignorance s'il se passe quelque chose Shabbat? Alors, euh, tout d'abord, je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que on n'aurait même pas pu anticiper une décision à l'Afrique tant on était loin d'imaginer ce qui pouvait se passer. Donc, je pense qu'il y a eu un moment d'horreur et je me dis maintenant que même pour les Israéliens qui ont découvert le jour même ce qui s'était passé, je pense qu'il a dû y avoir une sorte de blocage par rapport à l'accès à l'horreur que ça représentait. Et, euh, et on a parfois cette impression comme ça de redescendre quand on était dans cette joie de Simchat Torah et tout à coup, il y a une tristesse très violente qui s'empare de nous, une incompréhension profonde. Ça, c'est aussi inhérent à cette expérience qu'on a fait de manière involontaire, d'être coupé pendant ces moments-là. Euh, il a toujours existé des exceptions à la pratique rigoureuse du Shabbat telle que je la présente, qui sont des exceptions associées à la préservation de la vie. Ce qui veut dire que les mêmes règles ne s'appliquent pas aux médecins, aux soldats, à tous ceux qui sont en mesure d'aider une personne à rester en vie, qui peuvent directement lui sauver la vie et ainsi de suite. Ce qui fait que ces décisions de rabbin, elles sont généralement assez individualisées. Là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait une otage qui avait été libérée, qu'un rabbin a autorisé justement à se déplacer en voiture pour aller récupérer cet otage. Euh, donc, on pourrait dire à ce moment-là, ah, mais c'est pas une question de préservation de la vie, elle est déjà libérée. Oui, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un psaque. Un psaque, c'est une décision à l'ARIC individuelle qui correspond aux besoins de cette famille à ce moment-là. Est-ce que on sait de quoi a besoin psychologiquement cet otage à ce moment-là? Est-ce que à ce moment-là, voir sa famille n'est pas la chose la plus importante qui soit et comparable à une forme de préservation de la vie? Ça, c'est chaque rave qui va l'évaluer de façon individuelle. Euh, alors, on peut pas dire depuis le 7 octobre, maintenant tout le monde a le droit d'être sur son téléphone, mais en fait, quand il y a des alertes, des alarmes, ben, les gens comprenant qu'il y a un risque vont être en quelque sorte obligés de transgresser le Shabbat. C'est évidemment une situation qui n'est pas perçue comme souhaitable et qui est liée à des cas absolument tragiques. Alors le médecin, on pourrait dire, bah, c'est son métier, mais par ailleurs, le fait d'être contraint à transgresser le Shabbat implique qu'il y a un manque de sécurité. On sait qu'on n'est pas assez en Oui. sécurité pour lâcher le téléphone. Et c'est vrai Hum. que les Israéliens en ont beaucoup fait l'expérience au fil des derniers mois. Alors, Myriam, vous terminez ce livre avec un très bel hommage à votre père parti en 2008 et vous citez le psaume 121, Je lève mes yeux, que votre père vous avait envoyé d'ailleurs, hein? Il vous avait Oui, envoyé mon une papa phrase du protestant, psaume, protestant, mais inspiré par les psaumes, évidemment. Les tout à protestants fait. sont aussi Je lève mes très... yeux vers la montagne et c'est d'autant plus touchant que vos parents se sont rencontrés en Mm. randonnée en fait et vous concluez que lever les yeux, c'est déjà être libre. Merci Myriam Ackerman. Merci à vous. Je rappelle les nouveaux moutons de Panurge, parus chez Albin Michel et en librairie aujourd'hui. À bientôt, Myriam. Merci beaucoup. À bientôt, Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.